tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. La famille royale et le peuple marocain célèbrent aujourd'hui l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, une princesse dont le militantisme social a permis d'améliorer la situation des personnes à besoins spécifiques, notamment les enfants sourds-muets. Nous parlerons également de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies. En marge de ces travaux, la délégation marocaine a eu d'intenses rencontres, des rencontres notamment axées sur la question de l'intégrité territoriale du royaume. Nous sommes le 29 septembre et c'est la journée mondiale du cœur, l'occasion de susciter l'engagement de la planète entière dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité à l'échelle mondiale. Un reportage à suivre dans ce journal. La famille royale et le peuple marocain célèbrent aujourd'hui l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, une princesse au grand cœur dont le militantisme social et les gestes de bienfaisance ont permis d'améliorer la situation des personnes à besoins spécifiques, notamment les sourds-muets. Les développements avec Mohamed El-Shkar. Par son engagement indéfectible en faveur des enfants en situation de précarité et des enfants sourds-muets, et par son implication personnelle et sa grandeur d'âme, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, reflète l'image d'une princesse des cœurs, dont les actions contribuent à améliorer les conditions de vie des couches défavorisées. En sa qualité de présidente de la fondation Lalla Asma pour enfants et jeunes sourds, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, a fait sienne les préoccupations de cette catégorie vulnérable de la population. Par sa générosité, par son volontarisme et le sens élevé d'engagement social dont elle faisait preuve dès son jeune âge, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, a marqué de son empreinte le domaine de l'action sociale en faveur des enfants malentendants. Son Altesse royale apporte à la fondation un soutien précieux et elle donne de sa personne et de son temps pour veiller au bien-être des enfants sourds-muets et pour contribuer à leur insertion dans le tissu social en tant que citoyens à part entière. La fondation Lalla Asma pour enfants et jeunes sourds est une institution pionnière en matière de prise en charge des enfants sourds-muets. Elle dispense un enseignement spécialisé basé sur le programme du cycle primaire et secondaire de l'éducation nationale aux bénéficiaires qui ont droit à un accompagnement technique des plus avancés, notamment grâce aux prothèses auditives numériques, aux implants cochléaires et aux systèmes électroniques de transmission qui facilitent leur intégration et leur sortie de l'isolement. Dossier du Sahara marocain, une première au Congrès américain. Un projet de loi bipartisan fustige la collusion Hezbollah-Polisario et réitère le soutien au plan d'autonomie au Sahara marocain. Le congressman républicain Joe Wilson ainsi que ses collègues Carlos Curbelo et le démocrate plutôt Jerry Colony ont introduit un projet de loi dans lequel ils réaffirment la relation qui unit les États-Unis d'Amérique et le Royaume du Maroc et condamnent la collusion entre les mouvements séparatistes du Polisario et du Hezbollah, ainsi que les visées déstabilisatrices de l'Iran en Afrique du Nord et au-delà. Le Royaume du Maroc a été la première nation à reconnaître les États-Unis d'Amérique en 1777 et demeure un allié stratégique important et un partenaire pour la paix au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, affirme le congressman Joe Wilson sur son site officiel, tout en condamnant les récents agissements du Polisario, une organisation terroriste financée par l'Iran. Le projet de loi fustige l'Iran qui fournit un soutien matériel et financier à des organisations terroristes telles que le Hezbollah et les États-Unis avaient désigné comme étant une organisation terroriste internationale en pointant du doigt les visées déstabilisatrices de l'Iran et de son allié le Hezbollah en Afrique du Nord qui s'inscrivent à rebours des objectifs de la sécurité nationale des États-Unis. C'est dans ce contexte que le projet de loi réaffirme le soutien au plan marocain d'autonomie qu'il qualifie de sérieux, crédible et réaliste et qui constitue un pas vers l'avant en vue de satisfaire les aspirations des populations du Sahara et à gérer leurs propres affaires dans la paix et la dignité.
Et à New York, la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies a permis de mettre en avant la contribution importante du Maroc sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI aux grandes questions internationales de l'heure, qu'elles soient régionales ou de nature globale comme la migration, le terrorisme et les changements climatiques. Et en marge de ces travaux, la délégation marocaine a eu d'intenses rencontres, des rencontres notamment axées sur la question de l'intégrité territoriale du royaume. À New York, nos envoyés spéciaux Abdelmjid Hallaoui, Yasser Darmi, avec un commentaire de Mohamed El-Shkar. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, pas moins de 70 réunions bilatérales, avec des représentants de pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et de pays arabes. D'intenses activités, dont cette rencontre avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, rencontre durant laquelle la forte participation du Maroc à l'agenda des Nations Unies est évoquée, notamment pour ce qui est des opérations de maintien de la paix. Ou encore cet entretien avec le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères qui a clairement souligné la position de la République du Sud-Soudan de non-reconnaissance de la pseudo-race. Nous ne reconnaissons pas cette soi-disant race. Ce que nous reconnaissons, c'est la souveraineté et l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc sur l'ensemble de son territoire. Je dois rappeler que le président de la République du Sud-Soudan avait adressé une lettre à Sa Majesté le Roi, et dans cette lettre, le président informait le souverain et de manière catégorique que la République du Sud-Soudan n'a jamais eu de relation et ne maintient pas de relation avec cette entité séparatiste. Nous respectons entièrement la souveraineté et l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Et nous sommes reconnaissants à Sa Majesté le roi Mohammed VI pour son soutien au Sud-Soudan. La visite qu'avait effectuée Sa Majesté le roi avait eu un impact très positif sur le soutien de cette jeune république dans divers domaines de développement, dont ceux du renforcement des infrastructures et de la santé. Cette nouvelle position de la République du Sud-Soudan est symbolique à plusieurs titres. D'abord, ce pays-là est lui-même un symbole puisque c'est le dernier pays indépendant du continent africain. Et sa position a une symbolique particulière. Deuxièmement, beaucoup ont essayé de créer un faux parallèle entre la question du Sahara marocain et le processus au Sud-Soudan. Et aujourd'hui, la position de ce pays-là vient confirmer qu'il y a une grande différence entre les deux. Déjà à l'occasion de la visite royale, le communiqué conjoint avait souligné que les deux sujets sont complètement différents. Mais aujourd'hui, cette décision montre également que le Sud-Soudan est lui-même convaincu que si ce pays existe, s'il est reconnu, la République du Sud-Soudan, la pseudo-république n'a aucune place au sein du continent africain et n'a aucune existence. Enfin, c'est symbolique parce que certains ont essayé également de transposer le schéma du Sud-Soudan sur la question du Sahara marocain. Et aujourd'hui, la réponse est claire. Non seulement la question du Sahara marocain ne peut être résolue que dans le cadre de la souveraineté territoriale, l'unité nationale du Royaume du Maroc, alors que le processus au Sud-Soudan a été un processus spécifique dans sa genèse, dans ses évolutions, mais également dans ses résultats. Toujours en marge des travaux de l'Assemblée générale, le ministre zambien des Affaires étrangères a souligné que la marocanité du Sahara est une chose évidente pour la Zambie. La Zambie qui maintient une position de principe inchangée sur cette question. Le ministre zambien qui dément ainsi catégoriquement les fausses informations véhiculées sur certains réseaux sociaux par les ennemis de l'intégrité territoriale du royaume. Ces réseaux sociaux attribuent à la Zambie des déclarations que nous n'avons jamais faites. La visite qu'avait effectuée Sa Majesté le roi Mohammed VI en Zambie a été très fructueuse, avec la signature d'importants accords bilatéraux que nous mettons en œuvre. Nous allons bientôt ouvrir une ambassade au Maroc. Nous sommes en train d'ailleurs de concrétiser les dispositions logistiques nécessaires. Nos relations sont fortes avec le Maroc et notre position
est claire concernant la question du Sahara. Autre temps fort de ces entretiens bilatéraux, la signature hier par le Royaume du Maroc et l'État indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée d'un document établissant les relations diplomatiques entre les deux pays. Clôture aujourd'hui à Casablanca des travaux de la première université d'été du patronat marocain. Le deuxième et dernier jour a été marqué par la participation du chef du gouvernement. Saadi Latmani a estimé que les secteurs publics et privés ont grand intérêt à travailler ensemble main dans la main afin de réaliser une croissance économique accélérée et adapter l'économie nationale aux mutations de l'environnement international. Quel bilan donc pour cette première université d'été? Écoutons tout de suite le président de la CGEM, Salah Eddine Mezouar, au micro de Yassir Amrani. Première université, 2 journées riches, intenses. Plus de 90 intervenants dans 10 panels, variés, diversifiés et très riches. Deuxièmement, ce qui est important à retenir, c'est que le débat était franc et la franchise aide à avancer. Des constats ont été faits, mais également des pistes ont été données. 3, l'objectif de la CGM, c'est de montrer qu'à travers ces espaces-là, le secteur privé est un secteur dont la dynamique et l'accélération de la dynamique économique et sociale du Maroc est fondamentale. Et donc, il va falloir simplifier les choses, simplifier les relations. La confiance dans la relation est fondamentale. À présent, ce bulletin spécial de la météorologie nationale, des averses orageuses localement fortes continuent d'intéresser plusieurs zones du royaume. Les provinces concernées, Agadir et Daoutanan, Al-Haouz, Assazag, Bni Mellal, Ben Slimane, Chichawa, Chtoukait Baha, Al-Hajab, Qla'at Sraghna, Smara, Essaouira, Fqih Ben Saleh, Ifran, Izganait Melloul, Khmissat, Khnefra, Khoribga, L'Ayoun, Marrakech, Meknes, Ouarzazat, Sarhamna, Safi, صفرو ستات سيدي بنور سيدي فني سيدي سليمان تانتان ترفايا تاغودان تاتا تينغير تيزنيت يوسفيا زاغورا et Guelmim. Et cap sur Guelmim, justement, où il a plu en abondance ces derniers jours. Les premières pluies d'automne ont rendu plusieurs routes impraticables. Mais malgré cela, les habitants sont sereins et disent accueillir ces précipitations avec beaucoup de joie, car ils augurent d'une bonne saison agricole. C'est un reportage de Hafid Mahdar sur un récit de Mounia Marouche. À Guelmim, ce début d'automne commence avec de fortes pluies, des averses qui ont provoqué de dégâts et des embarras de circulation. Dans ces conditions, les habitants ont du mal à se déplacer d'un point à un autre de la ville. Les pluies ont été très intenses, la ville est submergée par l'eau et certains habitants ont perdu leurs biens. Ces précipitations sont une bénédiction, mais malheureusement le système de canalisation d'égouts ne peut pas supporter le débit de ces écoulements d'eau. Le trafic routier a été également perturbé entre Guelmim et Sidi Ifni. Mais ces pluies augurent d'une bonne saison agricole et les habitants en sont très satisfaits. C'est un don du ciel, louange à Dieu. Ces précipitations seront bénéfiques pour l'agriculture et le bétail qui trouvera des pâturages. Accompagnés de rafales de vent, ces orages se poursuivront jusqu'à ce soir minuit. La vigilance et la prudence s'imposent lors des déplacements. L'actualité internationale est marquée notamment par ces nouveaux massacres israéliens à Gaza. L'armée israélienne a tué hier 7 Palestiniens, dont 3 enfants. 500 autres personnes ont été blessées par des tirs à balles réelles. Un bilan provisoire qui pourrait grimper au fil des heures. Les victimes faisaient partie des centaines de Palestiniens qui manifestaient pacifiquement près des zones dites de sécurité imposées par les forces d'occupation israéliennes. L'île indonésienne des Célèbes a été frappée par un violent séisme de 7,5 sur l'échelle de Richter.
La violence du tremblement de terre a déclenché un tsunami. Une vague d'1,5 mètre a submergé l'île hier soir, causant des pertes en vie humaine par centaines et faisant d'importants dégâts matériels. Les autorités dénombrent à présent 384 morts et 540 blessés. Des dizaines, voire des centaines de victimes pourraient toujours être sous les décombres. La nature s'est également déchaînée au Japon. Le sud-ouest du pays a été secoué par un puissant typhon. Bilan provisoire, 17 blessés, la plupart dans un état grave. Appelé Trami, ce typhon est accompagné de vents forts chronométrés jusqu'à 216 km/h. L'heure plus tôt, il devrait atteindre d'autres parties du pays ce dimanche et provoquer de fortes intempéries dans de nombreuses régions. Retour chez nous, actualité politique. Le secrétaire général du mouvement populaire, Mohamed Al-Ansar, a été réélu aujourd'hui à Rabat à la tête du parti pour un nouveau mandat lors du 13e congrès national de cette formation politique. Le congrès se tient dans le cadre du nouveau statut du parti, statut voté au début du congrès et dont les dispositions devraient être observées lors de ces réunions. Et ce samedi, c'est la journée mondiale du cœur, une occasion de susciter l'engagement de la planète entière dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Elles sont considérées comme étant la première cause de morbidité précoce et de décès à l'échelle mondiale. Le tabagisme, l'absence d'activité physique, l'hypertension artérielle, autant de facteurs pouvant favoriser leur apparition, mais également leur aggravation. C'est un reportage de Hanan Arsalan sur un récit de Nisri Hamdaoui. Le cœur, un organe vital dont il faut prendre soin tout au long de la vie. Mais ce n'est pas souvent le cas au Maroc. Un tiers de la population âgée de plus de 20 ans souffre de maladies cardiovasculaires. Le service de cardiologie à l'hôpital Avicenne à Rabat reçoit des patients atteints de différents types de pathologies du cœur. Les infarctus, donc c'est lorsque le cœur est privé de sa vascularisation, quand les vaisseaux du cœur sont bouchés par la plupart du temps c'est des athéromes, c'est des caillots de sang ou de lipides qui bouchent les vaisseaux et donc le cœur il souffre. C'est des douleurs très intenses. Ou bien c'est des infections au niveau des valves, ou bien c'est des poussées cardiaques. Les poussées, c'est quand le corps du patient ne supporte plus la circulation du sang. Je ressentais une douleur insupportable. Je souffrais également d'hypertension artérielle. Du coup, j'avais commencé à perdre usage de ma main. Après consultation de mon médecin, je me suis fait opérer. On m'a débouché l'artère obstruée et là, je m'apprête à subir une autre opération. En ce moment, je me sens à bout de force et souvent, je me sens essoufflée et j'arrive même pas à respirer. On m'a dit que mon état nécessite une intervention chirurgicale. Pour prévenir ces lourdes pathologies, les médecins spécialistes recommandent d'adopter une bonne hygiène de vie. Mieux vaut prévenir que guérir. Il est important de manger équilibré, pratiquer une activité physique assidûment. Aussi, les personnes diabétiques doivent contrôler leur glycémie. Au Maroc, des programmes et des plans de lutte contre les maladies cardiovasculaires sont élaborés. Des efforts conjugués aux actions de certaines associations qui se déclinent sous forme de campagnes de dépistage et de sensibilisation au danger de ces pathologies qui constituent la première cause de mortalité au Maroc et à l'échelle mondiale. Santé toujours, environ 1,5 million de Marocains sont atteints de 8000 différentes maladies rares, appelées aussi maladies orphelines. Elles sont chroniques, progressives généralement et graves potentiellement mortelles plutôt. C'est un reportage réalisé à Casablanca par Mohamed Laroui et Sarah Katir. Regardez. C'est à l'âge de 2 ans que Fatem Zahra a été diagnostiquée enfant de la Lune. Elle ne doit pas être exposée aux rayons ultraviolets à cause d'une maladie génétique faisant partie des maladies rares. Et ils sont 1,5 million de Marocains atteints de 8000 différentes maladies rares appelées aussi maladies orphelines.
Depuis ma naissance, j'ai eu la peau très sèche. Le contact avec les ultraviolets du soleil provoque une hyperpigmentation, des troubles oculaires ou encore des troubles nerveux, ce qui affecte ma vie tout entière. Ces pathologies sont d'origine génétique dans 80% des cas, infectieuses, cancéreuses ou auto-immunes, ce qui fait que leur dépistage est de plus en plus difficile. Et ces maladies rares au Maroc, on a beaucoup de problèmes de diagnostic parce qu'on n'a pas de centre de référence, on n'a pas parfois des traitements, on a surtout un gros problème au Maroc, il n'y a pas de dépistage néonatal des maladies rares. Il n'y a pas de structure pour faire les soins et pour lesquels donc il faut une attention spéciale de façon à créer un environnement dans lequel les patients qui sont atteints puissent aussi bénéficier du droit à la vie comme c'est un droit pour tout citoyen marocain. Au Maroc, outre les problèmes du diagnostic, les patients atteints de maladies rares ne bénéficient pas de prise en charge, car à maladie orpheline, médicaments orphelins, difficiles donc à trouver et non remboursables. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À 21h, vous avez rendez-vous avec Kais Mouhsine pour Raïsia. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al Oula.